Mesdames, Messieurs, vous êtes là, comme tous les soirs, à partir de 19 h, pour prendre en marche votre chaîne préférée, mais surtout votre émission préférée, Le Grand Croquis. On a parlé un tout petit peu d'économie. Continuons sur cette lancée, elle paraît belle. On va parler de la cire. La société ivoirienne de raffinage, en 2020, avait enregistré la plus forte baisse de son chiffre d'affaires à 845 milliards de francs CFA. Eh bien, cette année, 2600 milliards de chiffre d'affaires de la cire. C'est une belle année pour la compagnie nationale, au moment où c'est vrai, il y a quelques petites crises au niveau du prix des hydrocarbures. On espère que tout ça, ça va donc se faire ressentir dans le panier de la ménagère ou bien dans la pompe du conducteur. Bonjour à tous, bonsoir à tous Christelle. Bonsoir André. Bonsoir. En pleine forme? Oui, en pleine forme, surtout quand on fait un petit clin d'œil au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Tout à fait. Bonsoir chez vous. Merci d'être avec nous encore une fois. Mais nous ne sommes pas seuls, comme tous les soirs. Je commencerai par Daouda. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Comment J'adore ça va? ce sourire. Merci. C'est gentil. Cravate marron, on n'est pas très habitué de te voir avec cela. Ben ouais. Mais c'est joli, ça a son charme. Je voulais en fait faire Un mariage avec André. Ouais, avec André, oui. Mais C'est c'est un bien, c'est kaki, bien fait. un peu comme moi. À côté, la belle Sarah. Merci. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Et chez toi? Très bien, merci. Très cher Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir Christelle, ça va? Très bien. Belle chemise blanche. Belle robe, hein? Merci. Magnifique. Edith Bleu Brouf, magnifique dans cet imprimé. Merci, merci Christelle. Bonsoir à tous. Et puis le salut, le bonsoir que tout le monde attend, c'est Élisée Boloubeux parce qu'il a une particularité. Élisée Boloubeux, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir à vous tous, les amis. Merci de vous rendre disponible pour nos très chers téléspectateurs qui se préparent justement à entendre vos analyses sur les points inscrits à notre ordre du jour. Merci de vous installer. C'est un constat, la transformation infrastructurelle de notre pays est au pas de course. Et là, on vient d'apprendre depuis quelques jours que du côté d'Abobo, la grande cité d'Abobo, on peut désormais y aller en chantant, j'allais dire, puisque l'échangeur de Makassi a été ouvert provisoirement à la circulation. Beaucoup en sont heureux. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons en dire, Christelle, Voilà. ce soir? Alors cet échangeur a été mis en circulation le lundi 23 à minuit, voilà, pour renforcer évidemment le trafic et faciliter la circulation des personnes et des biens. Daouda, réaction? Moi, déjà, je pense que c'est une bonne chose parce que les travaux ont commencé en 2022. Et aujourd'hui, quand on regarde, les travaux sont pratiquement terminés. Je pense que c'est le bas-côté maintenant qu'ils sont en train de faire. Et quand on sait que dans quelques mois, en janvier prochain, on va avoir une CAN en Côte d'Ivoire ici, j'estime que c'est déjà très bon d'accélérer les travaux. Et on dit bravo et que j'espère que ça va continuer. Très bien, Élisée. Oui, c'est déjà une bonne chose hein, parce que pour ceux qui sont passés là ce matin, en tout cas les témoignages qu'on a reçus, la circulation s'est nettement fluidifiée dans Des la images zone. déjà, ouais, Voilà, la ok. circulation s'est nettement fluidifiée dans la zone. Il faut reconnaître que c'était quand même un vrai goulot d'étranglement. C'est difficile de pouvoir passer dans cette zone-là. C'est vrai que bon, les travaux, contrairement à ce que Daouda dit, sont pas en train de finir parce que là, ils étaient prévus en fait pour durer 30 mois. 30 mois, donc disons 2 ans et demi, donc autour de 2025, vers fin 2024 pratiquement, qui doivent être livrés. Donc on a encore une année pratiquement à supporter encore. Mais c'est déjà très bien de l'avoir ouvert de façon provisoire pour ce qui est de la fluidité. On espère qu'on trouvera d'autres solutions aussi pour pouvoir permettre que la CAN se déroule dans de bonnes conditions. Très Parce que bien. c'est un passage aussi pour ceux qui vont au terrain, à Ebimpe notamment. Tout à fait. Très bien. Satisfaction, nous dit donc Élisée. Vous ne direz pas quand même le contraire, Sarah? Non, quand même pas. C'est un ouf de soulagement qui met fin, je pense, à un calvaire pour les automobilistes. Bon, malheureusement, c'est juste temporaire. On verra bien combien cette ouverture va durer. Mais en tout cas, pour le moment, on apprécie tous de pouvoir circuler. Et en puis toute vous vous dites fluidité. qu'avec la CAN, tout ça, Oui. tout ça est bien, c'est ça? Oui, c'est le point majeur. En fait, pour la CAN, oui, c'est vraiment l'initiative qui est la bienvenue. Parce qu'on est tous un petit peu inquiets de l'état de la circulation au moment venu.
On a vu un petit peu, on a eu un petit aperçu de ce que ça pouvait donner pendant le match amical, où des routes, des ponts, etc. étaient barrés au niveau du plateau et autour. Donc on espère que voilà, l'accès à cet échangeur permettra de fluidifier un peu plus la circulation et qu'on arrivera aussi à mettre en place des plans de circulation bien cadrés pour que pendant justement la CAN, on puisse rouler, aller au travail, rentrer à la maison, etc., continuer nos activités normales sans qu'il y ait trop d'embûches. Les Abidjanais, en tout cas ceux qui sont de ce côté de la capitale, se réjouissent de pouvoir donc bénéficier d'une infrastructure qui facilite, on va dire, leur déplacement. Donc la question de la mobilité au cœur donc, des déplacements à Abidjan. Nous, on a voulu donc apprécier cela à travers cet échange. Tout de suite, embrayons les amis sur un fait divers qui ramène justement à une problématique nationale. Ce sont les concours. Depuis, j'exagère un peu, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, très souvent on nous dit les concours, on fraude aux concours, etc., etc. Voici un autre cas qui devrait faire parler Christelle. Oui, malheureusement, nous sommes dans une affaire assez importante parce qu'on parle d'escroquerie à hauteur de 24 millions de francs CFA. Un faux agent des douanes interpellé, voilà, il a soutiré donc cette somme-là à plusieurs candidats qui ont échoué au concours de la fonction publique sous prétexte qu'ils étaient donc capables de pouvoir donc les insérer dans le circuit. Alors, Alain Toussaint, malheureusement, on est encore, comme André le disait, après combien d'années on arrive à près de soixantaine d'années pour notre nation, on est encore au fait que certaines personnes estiment qu'il faut payer pour avoir les concours de la fonction publique. Oui, je pense que c'est le résultat de la corruption. Et pour un faux agent de la douane arrêté, combien ont-ils pu réaliser le rêve de d'autres candidats? Donc c'est la problématique qui se pose à tous les concours d'ailleurs, hein, que ce soit police, gendarmerie, autres fonctions dans le public. C'est un vrai problème. Je pense qu'il faut, à l'instar de ce qui est fait pour les examens et concours, notamment renforcer peut-être le processus. Voilà. Moi, je pense que c'est la corruption, le gain facile, l'argent, la quête de l'argent facile, et puis la naïveté malheureusement des personnes qui déboursent de l'argent en espérant qu'effectivement on puisse les aider. Voilà. Edith, comment vous réagissez face à cette énième affaire de concours de la fonction publique et des gens qui promettent qui peut faire gagner le concours à nos concitoyens? Bah déjà, le fait de vouloir passer par quelqu'un pour pouvoir faciliter donc l'obtention d'un concours et être prêt à payer cette personne pour pouvoir le faire, alors que on est censé être noté et recevoir donc cette entrée dans la fonction publique sur la base du mérite, il y a déjà un problème. Donc oui, des victimes, mais ce sont des victimes qui sont quand même des corruptrices et qui devraient, à mon sens, même également être sanctionnés parce que l'homme prétendait être informaticien et employé de la fonction publique. Vous ne faites aucune vérification. Vous ce qu'on appelle KYC. Oui, parce qu'ils veulent utiliser voilà, détourner. Voilà, c'est ce que Alain disait. Donc, la facilité, la recherche de la facilité, on ne fait aucune vérification et on se jette tout de suite et on est prêt à jeter, à claquer de l'argent parce qu'on veut absolument entrer dans la fonction publique sur cette base. Malheureusement, c'est une gangrène. Autant on lutte contre le fléau de la drogue, autant la corruption est un mal qui continue de gangréner la société ivoirienne. Alors, Daouda, justement, depuis l'arrivée de Madame la ministre d'État à la tête de la fonction publique, elle a mis un dispositif différent qui est peut-être inconnu des populations, qui les pousse toujours à avoir la main facile pour entrer à la fonction publique. Il y a bien un dispositif qu'elle a positionné, n'est-ce pas? Effectivement, il y a bien un dispositif qui a été mis en place. Mais moi, je trouve dommage qu'aujourd'hui encore des gens se fassent gruger. Parce qu'à chaque lancement des examens et concours de la fonction publique, il y a tout un système qui est mis en place, de sorte à ce que les gens ne se fassent pas gruger. Mais malheureusement, eux-mêmes, ils ne vont pas à l'information pour chercher à avoir la bonne information. Ce qui se passe, c'est que généralement, quand les concours sont lancés, on te dit tu dois juste venir avec ta carte nationale d'identité, ton diplôme, et quand tu t'inscris, tu payes les 23 000, c'est tout. Et tu vas passer les concours. Deuxième chose qui a été mise en place en termes de réforme, c'est que sur le site, lorsque tu t'inscris, automatiquement, tu as accès aux cours
qui vont être utilisés durant le concours. Malheureusement, les gens ne le font pas, ils vont voir d'autres personnes. Et ce qui se passe en dernier ressort, c'est que généralement, les gens de la fonction publique, généralement, ne sont même pas au courant de ce qui se passe dehors. Parce que les gens ne savent pas que le système informatique même est géré par une entreprise tierce qui s'appelle la SONEC. Donc, c'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant, en fait. En fait, les gens n'ont pas envie de se fatiguer. Ils n'ont pas envie de se fatiguer. Parce que tout le process que tu viens de citer, il est simple. 23 000 francs, la copie de son diplôme, la pièce d'identité, aller sur le site pour voir les cours sur lesquels vous allez travailler pour pouvoir passer le concours. Bien sûr, hein. C'est simple, mais la personne, elle veut absolument avoir ce concours. Donc, elle est prête à débourser de l'argent. Et elle est prête à corrompre. Daouda, pour permettre à Daouda, parce que c'est lui qui avait la parole, on va lui permettre de terminer. Est-ce qu'au fond, quand vous présentez tout ça, c'est bien beau, est-ce qu'au fond, ça ne pose pas un problème de confiance? Parce que ça ne veut pas dire, ça veut juste dire que nos concitoyens n'ont pas totalement confiance en ce système, parce qu'ils ne croient pas que ceux qui ont obtenu le concours l'ont obtenu de façon clean. Parce qu'il y a un travail aussi à faire. Non, mais effectivement, je pense que à leur griffe, à leur décharge, peut-être ce système a pu peut-être exister avant. Mais depuis un certain temps jusqu'à aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais ça a considérablement baissé en termes de fraude, puisque le contrôle aujourd'hui est devenu strict. Aucun fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire ne peut te dire qu'il peut te donner un concours, même si tu as payé. Tu ne peux pas l'avoir parce que beaucoup de personnes peuvent aujourd'hui témoigner partout qu'ils ont passé ce concours. Normalement, ils sont entrés parce qu'il y a des réformes qui ont été mises en place pour éviter ce genre de fraude. Parce que quand on passe les concours de la fonction publique, j'aime le dire ici, c'est la justice sociale dans toute sa splendeur. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois avoir ce concours. C'est seuls les méritants qui doivent l'avoir. Alors Sarah, Madame le ministre d'État a positionné des réformes. Des populations continuent de croire que c'est aussi facile. Je vois André, écoute, je veux ce concours-là. Et puis André me fait rentrer. Alors comment justement, quel est notre mindset finalement en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain? Parce que je suppose que, et je crois que ce n'est pas seulement symptomatique à la Côte d'Ivoire. Oui, enfin, je pense honnêtement qu'il faut répondre avec la plus grande fermeté à ce genre d'escroquerie, de corruption. Je ne sais pas trop comment nommer ça, mais il en va en fait de la crédibilité de tous les agents de la fonction publique, de tous ces concours et de toutes les personnes, même j'ai envie de dire au sens un peu plus large, des diplômes qu'on obtient en Côte d'Ivoire. Parce qu'à partir du moment où on peut se dire qu'en tant qu'individu étudiant, je peux obtenir mon diplôme ou mon concours, mon certificat en donnant de l'argent, ça pose un problème de crédibilité par rapport à un étudiant qui va se dire, voilà, je veux peut-être poursuivre mes études à l'étranger, j'ai une première base ici, voilà, j'ai eu mon concours, je ne sais pas moi, dans le domaine de la médecine ou que sais-je, et je veux continuer le reste de mes études à l'étranger, et à l'étranger, je dois prouver que j'ai déjà un niveau Bac plus 2, Bac plus 3, mais il ne sera peut-être pas reconnu aussi bien qu'un autre diplôme ou d'un autre concours d'un autre pays. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a ces cas de fraude qui sont extrêmement graves. Donc, comme elle le disait, Edith, il y a le problème de cet agent qui essaye d'escroquer des gens. Il a, je veux dire, amassé quand même beaucoup d'argent. Et je n'ai pas l'impression qu'il est seul parce qu'il a quand même eu une tenue. Un réseau il y a forcément un réseau parce qu'il avait pas mal de bagages, etc. pour prouver qu'il appartenait à une administration. Et le problème, c'est aussi, pour moi, ce n'est pas que des victimes. Les candidats, à partir du moment où ils payent, ils se disent, tiens, je vais payer pour avoir une faveur, mais de manière complètement, j'ai envie de dire, déloyale, parce que le concours, ils ne l'ont pas réussi. Ils ne l'ont pas eu, mais ils cherchent à l'obtenir d'une manière qui n'est pas correcte. Et à ce moment-là, le plus important pour moi, c'est vraiment de mettre en place des systèmes de sanctions pour dissuader complètement ce genre d'initiative. C'est le cas de celui-là. Et puis, mais aussi des candidats. Ouais. Très bien. Élisée Bolido, ça va être très intéressant, on veut vous entendre là-dessus, parce que parfois on se dit, il n'y a pas assez d'offres d'emploi pour tous les Ivoiriens, c'est pour ça que tout le monde essaie de tricher. Vous vous dites quoi, finalement? Est-ce qu'il y a des alternatives pour nos concitoyens? Parce que tout le monde veut rentrer à la fonction publique, parfois par des moyens détournés. Mais il faut reconnaître que depuis la semaine dernière, André vraiment m'a fait de très belles questions. Ah ouais? Il a lui dit merci. Non, ben ok, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, ça c'est un constat que je fais. C'est souvent rare, mais vous dire, c'est 2 jours. Bon, ok, là, il commence à me chercher, le bonhomme. Ok, non, pour être plus sérieux, moi je pense qu'effectivement, d'aucuns diraient que c'est symptomatique du fait qu'il y a beaucoup de désespoir. Les jeunes portés par le désespoir se disent que c'est l'unique voie de sortie, mais ce n'est pas vrai. Vous savez, aujourd'hui, il faut quand même qu'on reconnaisse que des efforts sont faits par les pouvoirs publics. Il faut aller à l'information. Il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place pour permettre quand même l'insertion professionnelle des jeunes. Si tout à l'heure, je disais sur le plateau, par exemple, le PJ Gouv. Oui.
Peut-être d'autres sont assis devant la télé, pour eux, c'est Ils se vraiment demandent, maintenant qu'ils qu'est-ce que attendent c'est ça, que qu'est-ce que le c'est. PGGouv, Mais voilà. pourtant, le PGGouv, qui est le programme jeunesse du gouvernement, fait. a été élaboré en début d'année. Et il comporte un ensemble de mécanismes qui, aujourd'hui, ont fait leur preuve. Il y a des jeunes qui me regardent même ce soir, qui peuvent témoigner de l'impact que ce programme a eu sur eux. Mais il faut aller à l'information. On ne va pas tout le temps être juste sur nos smartphones, regarder juste des choses qui ne vont pas forcément nous apporter un plus, mais il faut souvent se dire, je vais à l'information, parce que, et le PGGouv, qui existait déjà, mais avant le PGGouv, dans le cadre même de l'agence emploi jeune, qui est une structure sous tutelle du ministère de la promotion de la jeunesse, mais il y a plusieurs mécanismes là-bas. Moi qui vous parle aujourd'hui, moi j'ai ma jeune soeur, je n'ai regardé personne, je n'ai eu besoin d'avoir personne, et j'ai été surpris d'apprendre dans ces jours qu'elle a obtenu un stage en allant s'inscrire à l'emploi jeune. Moi, elle ne m'a même pas dit, j'ai appris ça comme ça. Mais elle n'a pas eu besoin de me demander de voir qui Elle allait directement sur l'application. Mais justement, parce que chaque fois je leur dis, ne restez pas les bras croisés, allez au contact de l'information. Donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Et ça, c'est important que les jeunes le sachent aujourd'hui. Il y a le site Emploi Jeunes qui existe, ils peuvent aller dessus. Il y a le site du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. C'est tous ces éléments-là quand même qui peuvent permettre aujourd'hui de s'offrir une alternative quant à notre insertion professionnelle. Très bien. Quand on a entendu tous nos camarades, Toussaint, Alain, Edith, Sarah, Daouda et Élisée, vous vous dites quand même qu'il y a quelque chose qui attire votre attention dans tout ce qu'ils ont dit. Oui, bien sûr. Bon, moi, j'aime bien la candeur de Daouda qui parle de l'égalité des chances. Et Élisée qui a abordé le programme jeunesse du gouvernement, mais ça n'a aucun objet avec le sujet de la fraude. Pourquoi vous dites que ça n'a aucun objet? Non, ça c'est juste une incitation pour les jeunes, mais en dehors des jeunes, il y a aussi d'autres classes de la population qui sont intéressées pour trouver du travail au sein de la fonction publique. Le problème de fond, parce que très souvent on aime rester à la périphérie des problèmes, c'est que dans notre pays, André le disait d'ailleurs, avec beaucoup de pertinence, d'humour, mais les passe-droits, où on a des ministres, des autorités d'un certain niveau, je ne pense pas que ça ait beaucoup changé depuis 60 ans, qui font des listes pour l'école des gendarmeries, pour la douane, pour d'autres emplois de la fonction publique, etc. Donc il faut parler de cela aussi. Voilà, c'est ce qu'on dit régulièrement. Là, ce que vous dites, mais je pense que... Attendez, on va permettre d'abord à Élisée d'avoir un face-à-face avec Toussaint. Oui, ce que vous dites est quand même c'est assez fort et assez grave. Non, mais c'est la si réalité. vous dites que des ministres ont des passe-droits, ça veut dire quoi? Oui, des ministres, des élus, de la nation, etc. Ils donnent des listes. Il y a une forme de... Oui, mais ce n'est pas nouveau. En tout cas, moi, j'ai déjà lu dans pas mal de journaux et je pense que les témoignages et les exemples surabondent. Donc, quand on veut l'équité, l'égalité, la justice sociale, il y a tout un tas de pratiques auxquelles il faut tourner le dos. Très bien. Parce qu'on ne va pas vouloir demander aux uns d'être exemplaires quand d'autres participent à une sorte de braquage des emplois de la fonction publique. Wow. Très bien. Permettez à Élisée de réagir. Élisée. Oui, mais je suis surpris quand Alain me dit que, pas par rapport à son développement, mais quand il me dit que ce qu'on a dit n'avait rien à voir avec le sujet qu'on évoque. Mais je suis totalement surpris. Parce que ce qu'il est en train d'évoquer là, c'est la corruption. Mais pourquoi les gens peuvent avoir l'envie d'aller corrompre? Parce que justement, quelque part, ils se disent qu'ils n'ont pas d'espoir. Ils se disent que voilà la voie qui s'offre à eux pour espérer eux aussi s'offrir une situation. Donc moi je leur dis que non, ce n'est pas l'unique voie, qu'il y a des possibilités aujourd'hui, qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour permettre quand même de pouvoir s'offrir un avenir. Donc je ne suis pas hors du sujet. On va revenir sur vous. Daouda, pour réagir encore au propos d'Alain. Pour réagir au propos d'André, Alain, je trouve que Alain, il ne faut pas être aussi défaitiste qu'à ce point. Comme je le disais tantôt, peut-être que les histoires de payer des concours, la corruption, il dit que ça viendrait de là-haut. C'est selon lui. Je ne pense pas qu'il a des preuves. Mais je vais dire aujourd'hui, si certains ministres... Vous savez bien que c'est la réalité. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous le savez très bien. Ben bon, je ne regarde pas dans la même boule de cristal que vous, monsieur Alain. Non, ce n'est pas une boule de cristal. Non, sérieusement, parce que moi, je n'ai pas les preuves de cela. Mais ce que je vais juste dire... Arrêtez de vouloir... Non, ce n'est pas arrêter de vouloir. Cacher des faits. Non, ce n'est pas arrêter de vouloir. Mais monsieur Alain, le vrai problème aujourd'hui, quand des gens se mettent à la tâche pour aujourd'hui travailler de sorte à éliminer, extirper et gangréner tous ces systèmes qui gangrènent nos sociétés, il faut l'encourager. Il ne faut pas être toujours rabat-joie, monsieur Alain. Non. J'encourage, mais je dis il ne faut pas qu'il y ait un double standard. Là où on serait fort avec les faibles, on est faible avec les puissants. Et que les règles soient les mêmes pour tous et que ceux qui doivent donner l'exemple donnent l'exemple en tournant le dos à ces pratiques de corruption qui font qu'aujourd'hui, on a un cousin, un neveu, une nièce, etc., dans la fonction publique parce que simplement la personne, non seulement n'a pas passé le concours ou a fait mine de passer le concours, mais son nom, au final, se trouve sur la liste. En fait, je pense que c'est une réalité. Vous demandez à n'importe quel Ivoirien, il pourra témoigner. Edith, réaction. Je vais essayer d'élargir un peu le champ de réflexion.
au civisme. Parce que oui, on parle de corruption, mais il y a aussi une forme de civisme également. Très bien. On parle de toutes les actions de sensibilisation qui sont faites sur l'ivoirien nouveau, mais quand on veut donner l'exemple, il faut que l'exemple aussi vienne d'en haut. Vous êtes d'accord avec Alain? Je me rapproche d'Alain. Il faut être sur fort ce avec point. les forts. Exactement. Il faut que ça soit horizontal de toute façon. Et quand on prend le cas, par exemple, là, hier soir, il y a eu un véhicule d'un ministère donc, qui a pris la route en sens inverse. Bon, on est habitué à voir ça en général aux heures de pointe. Et qui a renversé un passant qui rentrait tranquillement du boulot. Non, là un cas isolé. Enfin, non, ce n'est. Je veux dire, l'accident, oui, peut-être un cas isolé, mais c'est ce qui arrive régulièrement, qu'on a l'habitude de voir déjà la vitesse et en plus rouler en sens inverse. Quand on demande aux citoyens, eux, d'être réglo, de respecter le code de la route, on demande à chacun d'entre nous de faire le maximum pour être en règle avec les autorités, avec la justice, mais il faut que ça soit pareil partout. Lorsqu'il y a des malversations ou il y a des fonds qui sont détournés et que des personnes dans certaines directions d'établissements publics nationaux sont mis de côté pour ces actions, il faut qu'on puisse avoir le résultat des audits, par exemple. Donc, quand vous voyez des citoyens qui regardent tout ça et qui se débattent au quotidien pour vivre, et pour lesquels, par exemple, ils ont un enfant ou un aîné, un fils aîné ou une fille aînée, qui a l'espoir de leur famille, oui, c'est condamnable, c'est extrêmement condamnable ce qu'ils font. Mais au-delà de ça, il faut donner l'exemple aussi partout. Il faut donner l'exemple. Sarah, vous regardez tout ça, vous dites, mais attends, finalement, cette affaire du douanier qu'on a arrêté, notre débat, tout ça est symptomatique de l'état de notre société. Peut-être qu'il va un peu mal ou pas? Bon, ça prouve définitivement que quelque chose ne va pas bien, ça c'est clair. Donner l'exemple, évidemment, ça va de soi, c'est vraiment l'une des étapes les plus importantes. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour éviter ce cas d'escroquerie qui vient en fait entacher la crédibilité de toutes les autres personnes qui ont obtenu leur concours en fait? Parce qu'on peut se poser la question de se dire aujourd'hui, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres cas qui n'ont pas été identifiés, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui en mettant voilà, nos différences politiques, etc. Tout simplement, Sarah, est-ce qu'on aurait eu ce cas-là si ces personnes-là avaient obtenu le concours? Mais parce que justement, on est à la plaine parce qu'elles ont échoué. Exactement. Et peut-être aussi qu'une personne a lancé l'alerte parce qu'elle cherchait à retrouver son argent, récupérer son argent. Donc c'est peut-être les candidats même qui ont dénoncé l'approche. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de fond pour décortiquer tout ce système, s'il existe, je ne veux pas, comme dit Daouda, on ne peut pas voir dans une boule de cristal, mais on sait, en tout cas, on a la preuve qu'il y a des problèmes et on se doit de les régler dans le fond. On a 30 secondes chacun pour... Bon, les concours, mais il y a aussi le même sujet qui se pose pour les affectations. Et je pense que vous avez dû en entendre parler, M. Daouda. Ceux qui sont, par exemple, affectés comme infirmiers ou infirmières à l'intérieur du pays, qui vont payer une réaffectation à Abidjan, par exemple. Ça, vous avez déjà entendu parler? J'ai déjà entendu parler de ça, mais je vais dire... Mais ça participe du même principe. L'égalité, l'équité, la justice sociale, il n'y a pas le lundi ou un dimanche pour l'une ou l'autre. Voilà, c'est une question de principe. Il faut que l'État soit... Oui, c'est évidemment passionnant. Oui, je comprends bien. Je comprends très bien ce que vous dites, mais oui, bien évidemment, mais je vais dire aujourd'hui... Il faut être très court, Daouda. Oui, mais si vous parlez avec moi, je ne peux pas être court, monsieur. Soyez court, Daouda, mais voyons... Non, ce que je veux dire, au-delà de tout ce que vous êtes en train de venir de dire, tout n'est pas faux, mais quand il y a des efforts qui sont faits, il faut pouvoir les reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été faits pour restreindre, pour annihiler ces cas de fraude. Ça commence toujours quelque part et ça, c'est important. Et je salue ces efforts qui sont faits parce que même à petite échelle, quand je prends les examens à grand tirage, il y a des cas de tricherie qui sont dénoncés. Bien sûr. Et les tricheurs également sont sanctionnés. Et je pense que c'est important de plus en plus que les fautifs soient sanctionnés et qu'on montre leur visage aussi. Parce que du moment où vous êtes sur ce sujet, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je retiens juste dans l'intervention d'Alain ce qu'il a dit tout à l'heure, que c'est des choses qui existent en Côte d'Ivoire depuis des lustres, donc depuis les différents régimes qui se sont succédés, ces histoires de listes et autres, tout ça ont toujours existé. C'est pourquoi, justement, moi, je dis que faut dire aux jeunes. Parce que ce n'est pas qu'on arrivera à annuler la question des listes, c'est l'objectif, c'est ce que nous tous on veut. Mais on peut la réduire. On peut la réduire en permettant déjà aux jeunes d'avoir une autre sphère de compréhension, de réflexion, notre mindset. C'est-à-dire ne pas toujours être en train d'attendre d'être inscrit sur une liste, mais aller au contact de quelques projets et quelques programmes qui existent, qui peuvent, de par leur existence là, véritablement leur offrir une opportunité d'avenir. Et c'est ce message que je veux vraiment laisser aux jeunes en fait. Merci Élisée, c'est Edith qui l'a dit. Tout ça ramène à la question du civisme, une sorte donc finalement d'attachement à l'égalité dans son propre pays. Et il faut que tous nous nous y employions.
Et merci en tout cas de ces contributions, les amis. Mais les sujets, et parfois, il faut qu'on le dise, ceux qui sont censés nous pousser, nous accompagner sur ces chemins, ce sont les politiques. Et parmi eux, il y a le PPACI, parmi les politiques qui cherchent à revenir au pouvoir. Et donc, ils seront amenés demain à réagir sur ces questions-là. Alors, le PPACI, à propos de lui, dans la grande actu, nous dit quoi? Nous dit, écoutez, nous, au niveau de l'organisation du parti, on va tout chambouler. Parce que finalement, beaucoup, semble-t-il, n'ont pas bien travaillé. Eh bien, au sortir donc d'un message qu'on a reçu, ça doit être une réunion, on a appris que le PPACI a complètement chamboulé son organisation. Exactement, après donc la débâcle du PPACI, Laurent Gbagbo réaménage son équipe. Il a procédé donc à la nomination de M. Jean-Gervais Thiédé en qualité de secrétaire général en remplacement de Damana Adia, d'Ipicas, voilà, voilà un peu, et d'autres nominations ont été faites. Exactement. On va donc s'apesantir sur cette action-là, l'analyser et comprendre pourquoi. Et l'avenir politique également du PPACI à l'aube de 2025. Alors, avec beaucoup de plaisir, je vais me tourner vers Daouda. Son Daouda chéri, il n'y a pas de problème. Non, Daouda, analyse. À l'analyse des faits. Est-ce que nous sommes surpris déjà de ce réaménagement? Moi, je suis aucunement surpris de ce réaménagement parce qu'on se rappelle bien, juste après les élections de septembre dernier, le PPACI avait fait une réunion bilan. Et à cette réunion bilan, ils avaient dit qu'ils allaient se réinventer, ils allaient changer de discours et ils allaient attaquer et faire des restructurations en interne pour pouvoir affronter 2025 qui arrive à grands pas. Et quand on s'appuie sur ce qui a été dit à cette date-là, lors de cette réunion bilan, forcément, ces nominations-là arrivent à point nommé parce qu'aujourd'hui, des gens qui, pour la plupart, sont allés à des élections, ont eu des 15% ou bien des suffrages qui n'étaient pas totalement bons. Mais au-delà de ça, même avant cela, ils étaient encore aux affaires. Quand ils partaient en exil en 2010, aujourd'hui, les enfants qui avaient 20 ans ont aujourd'hui 34 ans, 33 ans pour certains, mariés. Donc, il faut changer le discours. Aujourd'hui, le jeune qui est en Côte d'Ivoire, il est marié, il a des enfants, il a un raisonnement qui a changé, il a une réalité qui a changé. Donc, il faut que le visage puisse changer. Et je pense que c'est pour cette raison, à juste titre, que le PPACI, qui veut conquérir le pouvoir d'État en 2025, s'est dit il faut mettre des gens modérés, avec un discours modéré pour conquérir de nouveaux électeurs, parce que ce n'est pas seulement nos aficionados, nos militants qui vont voter pour nous. Le corpus électoral en Côte d'Ivoire, c'est plus de 8 millions de votants. Merci Élisée. Et vous, on va vous amener à vous prononcer quand même sur le profil de cette personne et savoir un peu quelles sont les leçons quand même qu'on peut tirer de cette action du PPACI. Déjà hein, je pense que le premier profil sur lequel je vais m'attarder, c'est celui de Jean-Gervais Thiédé qu'on voit à l'écran, qui devient du coup le secrétaire général du parti. Je crois que pour ceux qui suivent quand même le PPACI, Jean-Gervais Thiédé, c'est, je dirais, l'une des voix les plus sobres, les plus mesurées et les moins incisives, en tout cas, du PPACI. Chaque fois qu'il a eu à prendre la parole, en tout cas, contrairement à bon nombre de cadres de ce parti-là, c'est quelqu'un qui a été toujours dans la modération. Donc, alors, excusez-moi, en comparaison à Damana Picas? Ah non, mais je pense que tout sur le plateau ici, on va s'accorder pour dire que Jean-Gervais Thiédé, Damana Picas, c'est un peu le jour et la nuit en termes vraiment de prise de parole. Ouais, Jean-Gervais Thiédé, c'est vraiment la personne mesurée et modérée. Et quand on regarde aussi, on a Maître Abiba, Maître Abiba qui devient porte-parole, donc il remplace donc Koné Katina. On sait que très souvent aussi les prises de parole Koné Katina n'ont pas été aussi les plus tendres envers et le régime et la société de façon générale. Je me dis, en regardant ces quelques profils-là, on comprend tout de suite une volonté du parti de Laurent Gbagbo, du PPACI, de peut-être réorienter le discours, sortir de la logique, je dirais en quelque sorte guerrière, ou de cette logique dure, pure et dure, contestataire à tout va, pour revenir vraiment vers des tendances beaucoup plus apaisées. Je crois que c'est aussi une lecture sociologique qui a été faite et qui donne ce résultat. Parce que dans l'ensemble, pour la majorité des Ivoiriens aujourd'hui, le discours guerrier ne passe plus. Les Ivoiriens en ont marre, ils sont fatigués. Aujourd'hui, ils veulent entendre des discours qui leur ouvrent des perspectives sur leur avenir, des discours apaisés, qui leur permettent de laisser un héritage qui puisse être défendu par leurs enfants. Donc quand je regarde tout ça, je me dis aujourd'hui, au sortir de ce qu'on peut convenir comme une débâcle du PPACI, certainement qu'il y a eu, un bilan qui a été fait et on a juste compris qu'il faut réorienter la ligne. Très bien. Sarah, est-ce que vous êtes en accord avec l'analyse d'Élisée et de Daouda? Il fallait réaménager, il fallait adoucir le discours.
Oui, je pense bien en fait qu'on est même globalement dans une dynamique de réaménagement et de restructuration au sein de quasiment tous les partis politiques aujourd'hui, suite justement aux élections locales et régionales. Dans le but, je pense, de préparer 2025. Donc on est vraiment dans cette perspective-là. Le FPI s'est réuni par exemple hier. Le PDCI, c'est le 16 décembre. On sait qu'ils organisent aussi leur congrès pour élire leur nouveau président. On avait d'ailleurs ici sur le plateau reçu un membre du parti qui nous disait que voilà, il y avait 3 candidats potentiels. Il avait même partagé un petit peu son choix favori, qui est de Tidjane Thiam prochainement. Et on peut, je pense, aussi imaginer pour le coup des alliances nouvelles, des alliances fortes, nouvelles qui pourraient… En perspective. En perspective, exactement. On est dans cette dynamique, je pense, aujourd'hui. Très bien. Tout ça, Alain. Alors, le PPACI, 1 an pratiquement après son existence, opère un changement qui est quand même majeur, changement des principaux dirigeants, même s'ils restent toujours dans l'appareil du parti. Mais est-ce que cela augure enfin j'allais dire, des conclusions assez positives de cette première année d'exercice? Oui, je pense que c'est une réponse aussi à la faiblesse structurelle déjà du parti. Et puis la faiblesse, on va dire, programmatique, parce qu'on ne sait pas exactement ce que le PPACI porte comme vision, comme projet pour espérer changer la Côte d'Ivoire et gouverner ce pays. Donc, pour moi, c'est un peu de la cosmétique, d'autant que les hommes qui sont dans ce parti ont juste changé de place. Certes, le pouvoir de Maître Abiba est renforcé, double porte-parole, chef de cabinet. On a tout au plus M. Jean-Gervais Tchédé, le député bololquin, qui monte un peu, qui prend le secrétariat général du parti. Mais il y a un gros travail à faire. Dans les années 90, quand on parlait du FPI, créé par Laurent Gbagbo et d'autres, c'était un parti qui évoquait, qui inspirait un certain nombre, qui portait un certain nombre d'idées et qui avait même tout autour de lui des intellectuels qui l'accompagnaient. Or, aujourd'hui, il me semble un peu difficile de trouver sur la place publique des intellectuels ou des syndicalistes qui se réclament ouvertement, publiquement du PPACI. Donc, il y a un travail en profondeur à faire et je pense que c'est sans doute le début de ce travail-là qui est entamé, mais je pense qu'il y a 2 faiblesses. L'organisation de ce parti, donc les hommes, les femmes qui peuvent le faire avancer, et puis surtout la faiblesse programmatique à laquelle il faut rapidement répondre. Mais en même temps, Alain, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'avec la montée de ces nouvelles personnes-là, on a un nouveau narratif? Ben, forcément, le narratif va changer parce que ceux qui avaient été mis en responsabilité ont montré qu'ils n'étaient pas toujours dans la ligne de Laurent Gbagbo, qui n'est pas forcément l'extrémiste le plus connu du pays. Quand on a un Damana Picasso ou un Kone Katina dont le discours était un discours de critique permanente du gouvernement, dans le déniement permanent, à nier même les efforts qui sont faits, ne serait-ce qu'au niveau de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, ou même sur les résultats économiques obtenus par le gouvernement, je me dis qu'il y a un problème. Tout cela ne ressemblait pas à Laurent Gbagbo, donc je pense qu'il a pris ses responsabilités et eux-mêmes qui ont quand même essuyé des victoires, enfin des défaites, des revers électoraux, auraient dû déposer leur démission au lendemain de l'élection. On va permettre à Edith de réagir là-dessus. Bah, je rejoins totalement mes collègues sur les différents points qu'ils ont abordés et surtout sur le choix de profil, on va dire, plus modéré, avec un langage plus calme. Je mets ça entre guillemets. Et n'oublions pas aussi le choix de Danon Djedje, donc pour remplacer, exactement, qui est très modéré, extra. Il était ministre de la Réconciliation. Exactement, et qui va porter aussi le parti en étant le président exécutif du PPACI. Je pense que la secousse sismique qui a été provoquée par l'échec pendant les élections municipales et régionales a permis d'avoir ce renouveau au sein de l'organisation du parti. On attend de voir ce que ça va donner sur les prises de parole, sur les sorties officielles concernant l'actualité socio-politique du pays. Et on reste à l'écoute. Voilà. Merci Edith. Ça, c'est vraiment rapide. Vous allez voir, ça doit être en 30 secondes. Qui sont les gagnants selon vous? Gagnants, perdants de cette opération? Maître Abiba, Jean-Gervais Tchédé et… Danon Didier. Non, Stéphane Kipré. Stéphane Kipré. Selon vous, gagnant, perdant. Damana Picasso,
Justin Kodé Katina. Justin Kodé Katina. Les grands perdants. Et Hubert Oulaye aussi. Hubert Oulaye, grand perdant. C'est les mêmes trois que Élisée Boucher. Pareil. Pareil. Sarah, un mot, vous dites non, c'est le PPACI qui a gagné, peut-être. Juste pour les contredire. Eh bien, nous allons recevoir donc Élise Kwavoigui, c'est une experte en communication. Elle nous vient de la Guinée, mais elle est avec nous pour que nous parlions un peu du dialogue des peuples, parce qu'elle organisait un événement du côté donc de la Guinée. Mais depuis un moment, cet événement est en train de, on va dire, parcourir un peu notre sous-région. Et nous avons voulu la recevoir pour savoir justement pourquoi et quels sont les tenants de ce type donc d'action. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Live TV. Bonsoir, Madame Élise Kwavoigui. C'est très beau, Kwavoigui. Merci. C'est Koivogi. Koivogi. Oui, au lieu de Kwavoigui. Oh, d'accord. c'est magnifique encore. Encore plus. Hein. Élise Koivogi. Oh, this is beautiful. Koivogi. Merci. Okay. Alors, vous avez initié le Katala. Oui. Katala, vous étiez au Sénégal pour la dernière édition. Oui. Là, pour cette édition-ci, vous êtes en Côte d'Ivoire. Déjà, présentez-nous le Katala Festival. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Katala, c'est un jargon de chez nous qui désigne les personnes travailleuses, les personnes dégourdies, pour dire modèle de réussite. C'était une façon originale de nommer les modèles de réussite. Okay. On l'a initié pour montrer à la jeunesse guinéenne qui avait tendance à penser, à associer la réussite qu'à la célébrité ou à la possession de fortune. Alors le Katala fait l'exercice chaque année de montrer des modèles de réussite, de l'informel au formel, du privé au public, pour leur démontrer que la réussite, c'est pas que ça. La réussite, c'est cette vendeuse de feuilles qui va vendre dans un marché de Coloma pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, qui a tous ses enfants scolarisés, qui a sa petite maison bâtie. Pour nous, c'est un exemple de réussite qui donne espoir à cette jeunesse, à ces jeunes filles qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, qui ne disent pas qu'on est condamné à l'échec. La réussite, c'est ce jeune qui vient avec son MBA, qui accepte d'intégrer très bas un stage non rémunéré ou peu rémunéré, qui gravit les échelons, qui atteint le top management. Donc ça, c'est le Katala. Et au bout de 5 ans, ça marche. La mayonnaise a pris, les jeunes commencent à comprendre parce qu'ils sont suffisamment connectés au Katala. On s'est dit, la Guinée, ce n'est pas que les Guinéens de la Guinée. La Guinée, c'est la somme de des efforts de tous ses fils, où qu'ils soient. Alors, on a décidé, depuis l'année passée, d'aller vers les Guinéens de l'extérieur pour leur reconforter, les faire comprendre qu'on vous voit, ce que vous faites est remarquable. Très bien. Voilà. Sur ça, donc on voit les Guinéens et vous voulez mettre en évidence leur rapport. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces Guinéens-là qui sont hors, qui sont soit au Sénégal et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quel regard finalement les Guinéens qui sont en Guinée portent sur la diaspora? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à leur contribution, on va dire, à l'image de la Guinée? Bon, le regard qu'on a tout de suite, c'est que l'apport de la diaspora n'est pas du tout négligeable, parce que qu'elle soit économique ou en termes de partage d'expérience, ça a de l'impact. Parce qu'un Guinéen qui vient faire ses études à Abidjan, qui fait 5 ans, qui fait 10 ans, qui retourne, il vient avec de l'expérience. Il met cette expérience à la disposition de la nation. Et un Guinéen qui est là, c'est un Guinéen qui a une activité économique, qui génère des revenus et qui entretient certainement une famille à la base. Donc, l'apport de la diaspora est non négligeable. Très bien. Voilà. Voilà, donc là, qu'est-ce qui a milité dans le choix de la Côte d'Ivoire pour cette édition? Parce qu'on sait que l'année dernière, c'était le Sénégal. Oui. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Et puis, effectivement, que représente la diaspora guinéenne en Côte d'Ivoire? Le choix de la Côte d'Ivoire, d'abord, on dit... chez nous, hein, quand tu décides de te marier, on te dira tout de suite, marie-toi avec ta sorte devant ta porte. La Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il n'y a pas de frontières pratiquement. Donc, c'est tout naturel qu'on vienne vers Abidjan. Et surtout qu'il y a une forte communauté de Guinéens ici. Je peux vous rassurer, parce que moi, quand j'étais au lycée, Barry, qui me faisait le meilleur lait caillé, il est encore à Boisflé, voyez-vous. Ça date de 30 ans. Tout à fait. Et depuis qu'on est là, parce que c'est la deuxième fois qu'on revient, je parle de l'équipe d'organisation, chaque matin, et où que ce soit dans les quartiers, on est toujours servi
par un Guinéen. Ouais. Le café, Ouais. c'est le plus grand symbole d'intégration que On j'ai les appelle trouvé. tous ici des dialogues. Des dialogues, Voilà. affirmatif. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est cela. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, ben, si le Guinéen se plaît autant ici, pourquoi pas? Pourquoi ne pas les célébrer aussi? Exactement. Edith? Exactement. Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette édition qui va se faire sur le sol ivoirien? Quelles sont vos attentes? Alors, Et qu'est-ce que vous prévoyez aussi? alors, je vais commencer par ce qu'on prévoit. On prévoit d'abord commencer par un panel qui va se faire la veille de la cérémonie de couronnement, qui va être une plateforme d'échange sur des pistes de solutions à trouver pour le développement durable de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est la somme de tous les pays. Et ensuite, il y a la cérémonie de couronnement où quand même, déjà depuis 2 mois, on est en train de communiquer très fort sur les parcours, sur le vécu de ces nominés. Ce qu'on attend, bon, je dis d'abord ça, on l'a déjà touché, c'était de prouver à ces Guinéens qu'on a un fier regard sur eux. Parce que c'est dans tous les secteurs, tu les retrouves, c'est des experts, tu trouves, c'est des docteurs, c'est des médecins, c'est des carriéristes. Ils sont dans tous les secteurs d'activité. Ils sont dans tous les secteurs d'activité. Alors, c'est la mobilisation de la communauté parce que ce qui se fait, c'est que la connexion avec l'État n'est pas nécessairement là. Parce que les Guinéens, bon, après ça, c'est l'hospitalité ivoirienne qui a occasionné cela. Tu as des Guinéens qui ne se sentent plus trop Guinéens à la fin. Donc, avec le Katala, on peut récupérer cette petite fierté guinéenne que les Guinéens... Et attirer leur regard vers Conakry. Exactement. Ok. Très bien. Alors, la cérémonie aura lieu quand rapidement? Le 27, c'est le panel. Le 28, c'est la cérémonie de couronnement. Très bien. À 19h à Yves-Hôtel. Ouais. Mais en tout cas, merci d'être venue, Madame Koïvogui. Koïvogui. Tu arrives. Koïvogui Élise, merci d'être venue. Merci à vous. Et bon vent au Katala. Merci beaucoup, merci pour l'opportunité. J'espère vous retrouver tous à la cérémonie Avec de couronnement. plaisir. Ok, Avec c'est plaisir. une invitation. En tout Merci cas. infiniment. Merci Alors, à vous. le Grand Talk fait sa pause. Voilà, une pause que nous attendons. N'est-ce pas, ouais André? Ok. Ouvrons à présent la deuxième partie de notre émission, le Grand Talk de ce jour, avec, j'allais dire, une partie consacrée essentiellement aux technologies. Nous aurons à discuter tout à l'heure avec notre invité. Il s'agit donc... Christelle va nous le dire, parce bien que sûr. elle va m'aider. Hein, Bien sûr, il s'agit de Monsieur Christelle. Aider le copain. Le soldat André. Ouais. Il s'agit Christian. donc de Monsieur André... qu'est-ce que je raconte? De Monsieur Christian Beaumont. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'informatique, de la digitalisation et du développement des startups au ministère du Tourisme. Très bien. Voilà, André. Juste avant vous, effectivement, nous allons ouvrir un petit sujet sur le développement, justement, des entreprises dans le milieu de la technologie. Et c'est une entreprise créée par des Ivoiriens qui étaient jusque-là installés hors de Côte d'Ivoire, au Canada précisément. Ils sont rentrés et puis ils ont créé Moja il y a 10 ans. Et ils ont célébré les 10 ans de cette entreprise. Eh bien, c'est le prétexte pour nous pour parler justement du développement technologique de certaines entreprises. On regarde ce reportage. Ce 18 octobre, Moja Technologies a soufflé sa 10e bougie. 10 ans que cette entreprise canadienne est spécialisée dans la prestation de solutions technologiques innovantes. Depuis quelques années, Moja est un acteur clé de la transformation digitale en Côte d'Ivoire. Depuis 2020, lorsque nous avons foulé le pied ici en Côte d'Ivoire, nous avons eu l'occasion, l'opportunité de servir de grandes entreprises locales, des organisations et même des ministères. Donc le bilan est plutôt positif, mais on sait que les 10 prochaines années, les défis seront tout aussi plus grands. La technologie, ça change très vite. Donc nous, c'est s'adapter aux nouvelles technologies, aller plus loin que la digitalisation et puis se rendre compétitif, être capable de prendre des bonnes décisions rapidement et augmenter la productivité. Cette célébration qui a réuni des experts du domaine, y compris le représentant de l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, les experts de Microsoft et divers acteurs clés du secteur de la technologie, a été meublée par un panel autour de la thématique « La conduite du changement, moteur de réussite de votre transformation digitale ». Les intervenants, chacun dans son domaine, ont partagé leurs connaissances et leur expérience pour aider les entreprises ivoiriennes à naviguer dans l'ère du numérique avec succès. C'est que la transformation digitale, elle arrive pour le bénéfice de tout le monde. L'intelligence artificielle arrive pour le bénéfice de tout le monde. Ce sont des changements qui vont s'opérer petit à petit dans toute l'économie, dans toute l'administration.
Grâce à leurs solutions, les responsables de Moja Technologies demeurent engagés à façonner un avenir meilleur pour tous les utilisateurs du digital. Très bien, donc, à travers ce reportage, voyez-vous, vous n'êtes pas très étranger à ce sujet. Vous avez compris donc pourquoi on a bien voulu que vous soyez là. Eh bien, les amis, donc la question, c'est de savoir, est-ce que cette transformation digitale dont on parle tant va arriver grâce à la diaspora ivoirienne? Parce qu'elle elle est déjà à l'étranger, elle apprend les choses, et c'est l'expérience que nous partagent nos amis de Moja. Est-ce que vous pensez, Daouda, quand vous regardez cette expérience, que la diaspora a un rôle essentiel à jouer justement dans cet échange, dans ce transfert de technologie? Oui, effectivement, ils ont un rôle à jouer, mais je pense que pour ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas attendu que la diaspora vienne pour se mettre au travail. Il y a beaucoup d'entreprises ivoiriennes qui, aujourd'hui, des startups ivoiriennes qui existent dans le domaine du numérique. Donc, s'ils viennent, on va mettre les forces ensemble pour aller de l'avant. Comme les gens aiment si bien le dire, mais si on a raté la révolution industrielle, la révolution numérique, on y est, on va y arriver ensemble. Très bien. Et justement, avec votre permission, messieurs, c'est un très bon point, Daouda. Cette transition numérique, on y est, on la fera. Et ça partira également de Côte d'Ivoire à l'aune donc de la CAN. Nous recevons, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, M. Christian Bohouman. Je rappelle que vous êtes directeur de l'informatique, de la digitalisation et du développement des startups au ministère du Tourisme. Et donc, le ministre a présidé, c'était le lundi, à la cérémonie de présentation du système d'information digitalisé du tourisme. C'était dans un hôtel de la Place. De quoi s'agit-il concrètement, M. Bohouman? Alors, merci Christelle. Je voudrais déjà juste insister sur le fait qu'on ne parle plus seulement de ministère du Tourisme, on parle de ministère du Tourisme et des loisirs. Des loisirs, oui. Voilà. Merci en tout cas pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir partager et discuter de ces sujets. Chaque fois qu'on a l'occasion de parler de digitalisation, nous sommes très heureux de participer à ces différents débats. Alors, le système d'information touristique digitalisé, qui a fait l'objet de lancement hier, s'inscrit dans la politique globale, dans le processus de transformation digitale impulsé au sein du ministère du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire. Il s'agit vraiment du socle de cette transformation. Il s'agit véritablement de la base de données d'information. Tout d'abord, c'est cela. C'est ça qu'il s'agit. Permettez-moi de vous couper, on va être très simple pour nos concitoyens. Quand vous dites la base de données d'information, la matière sur laquelle vous travaillez finalement pour cette base de données, c'est quoi? C'est qu'on doit recenser pour constituer cette base? D'accord. Donc cette base de données d'information touristique regroupe l'entièreté de l'offre de tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire. Si un hôtel lambda qui se trouverait à Odiné est répertorié au sein de cette base de données, avec ses informations administratives, ses informations fiscales, ses informations financières, également ses informations géographiques, parce que c'est l'une également des innovations. L'ensemble de cette offre-là est géolocalisé afin de pouvoir analyser ces données et tirer des leçons, des enseignements pour analyser au mieux comprendre notre secteur et l'adresser avec des décisions stratégiques beaucoup plus informées. Monsieur Bohouman, on sait très bien qu'au niveau des hôtels, il y a un répertoire, on les répertorie en fonction des étoiles. Quels sont les hôtels que vous répertoriez? 1 étoile, 2 étoiles, jusqu'à 5 étoiles? Est-ce que vous maîtrisez vraiment tout le vivier de l'hôtelier en Côte d'Ivoire? Complètement. Je parlais d'entièreté de l'offre. De l'entièreté de l'offre. Effectivement, il y a un vaste projet de classement des hôtels, des établissements hôteliers de la Côte d'Ivoire qui est en cours et qui a déjà permis de pouvoir classer un certain nombre d'établissements au niveau de 5 étoiles jusqu'à 1 étoile. Mais également, on a un grand vivier d'opérateurs hôteliers qui, ayant fait même l'objet de missions de classement, n'ont pas atteint 1 étoile, mais qui restent quand même recommandables. Également, ces opérateurs-là figurent dans la base de données parce que nous devons considérer l'entièreté de l'offre. Lorsqu'il s'agit de faire de la prospective, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en tant que décideur public pour le secteur, il y a besoin de considérer l'entièreté de cette offre-là, l'analyser au mieux afin de pouvoir prendre des décisions idoines pour son développement et pour la croissance du secteur du tourisme et des loisirs. Alors, vous parlez de l'entièreté de l'offre, donc je suppose que ce ne sont pas uniquement les hôtels, les réceptifs hôteliers, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Est-ce que vous pouvez spécifier ce qu'il y a autour donc, de ces réceptifs hôteliers qui constituent l'entièreté de la base dont vous parlez? Alors, nous avons regroupé l'information en plusieurs catégories. Donc, nous avons les informations autour des établissements de tourisme.
qui parle d'établissements de tourisme, parle de tout ce qui est établissement d'hébergement, de restauration, mais pas que, hein, également les agences de voyage, les agences de tourisme et tout ce type d'activités. Nous avons également les établissements de loisirs, parce que je le rappelais, hein, nous sommes le ministère du Tourisme et des loisirs. Donc tout ce que nous avons comme bar, nightclub, lounge, spa, vraiment une sous-catégorisation de ces établissements de loisirs sont également prises en compte, sont répertoriés, géolocalisés, caractérisés dans cette base de données d'information touristique. Mais nous ne sommes pas arrêtés à cela, parce que vous savez, pour mieux appréhender le secteur du tourisme et des loisirs, sinon l'offre touristique et des loisirs, il faut prendre en compte également tout ce qui est service utile. Parce que lorsque vous vous déplacez, vous allez dans une région, il est important de savoir, est-ce que vous avez des établissements de santé? Est-ce que vous avez des établissements de financiers qui sont présents, des stations-service? Toute cette information-là est vraiment nécessaire pour prendre des décisions idoines et adéquates pour le développement holistique, finalement, du secteur du tourisme. Parce qu'effectivement, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Parce que si moi, je décide d'envoyer mes enfants, de partir avec mes enfants pour visiter une zone, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un hôpital à côté, quel type d'établissement, etc. Et est-ce que les métiers aussi, quand je parle de métiers, les guides touristiques, parce que on ne voit pas beaucoup, en tout cas quand on va dans les régions, c'est peut-être des personnes qu'on connaît, à qui on s'adresse, mais et les métiers autour donc des loisirs, vrais métiers, des professionnels. Des vrais métiers, des professionnels. Est-ce que les guides sont pris en compte? Non, exactement. Les guides touristiques font partie également de cette catégorie-là, qui sont recensés au sein de cette base de données d'information touristique, qui est appelée à être la base de données de référence du secteur du tourisme et des loisirs. Voilà. Sarah, réaction sur cette base de données? Justement, avec la Cannes qui approche, j'ai envie de dire que c'est le genre d'initiative qu'on attendait un peu. Est-ce que cette plateforme est déjà disponible ou sera en tout cas bientôt disponible au grand public, je ne sais pas, aux Ivoiriens, mais aussi aux étrangers qui viendront visiter le pays pour pouvoir justement trouver des adresses d'hôtels, de restaurants, comme vous le disiez, d'instituts hospitaliers? Est-ce que cette plateforme sera disponible rapidement aux particuliers? D'accord. Alors, donc, il faut savoir déjà que la plateforme est opérationnelle depuis le début du mois d'octobre. Nous avons seulement hier procédé au lancement officiel de la plateforme. Mais je le disais, elle constitue le socle de la transformation digitale en cours finalement au sein du ministère du Tourisme et des Loisirs. Mais en soi, il ne s'agit pas d'une plateforme commerciale accessible à l'ensemble des usagers, des consommateurs lambda. Cependant, elle constitue vraiment le jalon qui permettra de pouvoir développer de nombreuses autres initiatives, notamment en termes de e-administration et en partenariat avec le secteur privé, également de e-tourisme. Vous savez, les données sont la matière première de toute transition numérique. Bien sûr. Et le chef de l'État nous invitait, son Excellence, M. Alassane Ouattara, nous invitait, lors de son discours d'orientation, à l'occasion du premier Conseil des ministres, à accélérer le développement de l'économie numérique en tant que secteur transversal de la dynamisation de l'économie et la création des emplois. Donc le ministère du Tourisme et des Loisirs prend son bâton de pèlerin sous l'impulsion de M. le ministre Siandou Fofana pour justement s'inscrire dans la réalisation de cette vision du chef de l'État. Alors, pour nous, cette base de données-là, c'est le commencement, c'est le début, c'est le socle. C'est cette base-là qui va alimenter ces projets structurants qui sont déjà prévus, qui sont planifiés, déjà avec en perspective la Cannes, notamment pour la e-administration, donc c'est-à-dire toutes les relations que nous entretenons avec nos administrés pour la dématérialisation des processus d'enregistrement, de paiement de leurs différents. Donc, monsieur directeur Bouman, on va permettre à Élisée de vous poser quelques questions. Je lis dans mes notes que 641 opérateurs de l'écosystème touristique et ludique ont fait l'objet d'une mise en ligne. Je suis bien intéressé de savoir quels ont été les critères qui ont milité à ces choix de ces 22 000-là et éventuellement, si moi je suis un opérateur que je n'ai pas été approché et donc je ne suis pas sur la plateforme, quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir figurer sur cette plateforme? Alors donc, je le disais, nous avons considéré l'entièreté de l'offre, mais bien sûr, il ne s'agit pas de l'entièreté recensée jusqu'à ce jour parce que les travaux sont continus. C'est ça. Sont continus au niveau de nos différentes directions régionales, départementales. Des remontées d'informations sont faites de façon continue. Avec en perspective la Cannes, parce qu'on veut pouvoir avoir une plateforme qui est fin prête avant la fin de l'année. Nous avons mis un focus particulier sur les villes de la Cannes et celles en périphérie, parce que l'outil est installé dans notre stratégie de réponse. Je parle là du ministère du Tourisme et des Loisirs, par rapport à la gestion, à la planification des capacités d'hébergement et les capacités également de tout l'écosystème touristique dans le cadre de cette Cannes.
on est tous sans ignorer que le ministère, enfin, notre écosystème sera en première ligne dans le cadre de la CAN, pour l'accueil, pour l'hébergement, la restauration, mais pour les loisirs également. Les tours opérateurs. Tout à fait, tout à fait. Donc il nous fallait justement avoir ce focus-là, particulier sur ces villes CAN. Donc il y a un menu spécial d'ailleurs qui a été dédié à ces villes CAN, mais on continue de collecter l'information sur le terrain, d'agréger ces informations, parce qu'il y a un gros travail qui est fait pour pouvoir qualifier, s'assurer que l'information qui est collectée est juste et complète, et avant de pouvoir l'inscrire et la rendre publique dans le système. Je pense qu'on parle vous parlez de la CAN, on parle de votre plateforme, mais finalement, j'aimerais vous poser une question concernant le réceptif hôtelier. Okay. Après le recensement que vous avez fait dans les villes de la CAN et les villes périphériques, est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent être rassurés que tout le monde pourra être bien logé? Parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent encore. Alors, donc, je vous rassure, et je rassure également tous les téléspectateurs de Live TV, qu'effectivement, dans le cadre de la CAN, que ce soit les touristes étrangers, les visiteurs de la Côte d'Ivoire, mais également les populations ivoiriennes qui vont se déplacer de ville en ville, et pas uniquement dans les villes de la CAN, trouveront sur place les réceptifs hôteliers pour pouvoir les accueillir. Il y a également une grande poussée également de réceptifs alternatifs, donc des initiatives. Et d'ailleurs, je veux saluer le dynamisme des startups qui se mobilisent autour de ce projet pour également arriver avec des solutions qui contribuent à proposer de logements alternatifs, qui n'est pas le logement classique auquel on est habitué, y compris le logement sur l'habitant. Ce sont des initiatives qui sont portées, qui sont également mises sur la table pour pouvoir contribuer vraiment à s'assurer que l'ensemble des visiteurs seront bien logés. Mais je veux juste préciser le caractère stratégique d'un tel outil en termes d'outils de pilotage. Vous le savez, par exemple, en termes de planification, lorsqu'on reçoit des visiteurs étrangers, les équipes de la CAN, vous savez, une équipe comme le Maroc vient avec quelques 3000 supporters. Donc pour nous, il était important déjà, on était tout impatients de savoir dans quelle ville serait logé justement le Maroc, afin de pouvoir s'assurer que les conditions d'hébergement de ces villes-là pourraient permettre de pouvoir les accueillir, sinon faire les ajustements nécessaires pour pouvoir prendre cela en compte. Et c'est ce qui est en train d'être fait, c'est vraiment très dynamique et ça permet de prendre des décisions au fur et à mesure de pilotage. Voilà, exactement. Vous voulez poser une question? Non, en fait, je n'avais pas répondu au second volet de ma question. C'est de savoir qu'un opérateur qui n'est pas dans la base de données, qui voudrait éventuellement être dans la base de données, quelle était les dispositions à prendre. Et aussi les critères, parce qu'il y a forcément des critères. Alors, j'insiste, vraiment, c'est l'entièreté qu'on considère. L'entièreté, et aujourd'hui, on n'est pas dans une dynamique d'attendre, puisque ce n'est pas d'abord une plateforme publique qui est accessible aux opérateurs, elle est d'abord en interne. Donc déjà, nous, on s'assure de ce que le vivier complet est pris en compte. Et pour cela, il y a un quadrillage terrain qui est fait, il y a un maillage terrain géographique qui est fait. En réalité, je veux dire, l'autre pendant de la question d'Élysée, c'est-à-dire que ce sera à quelle date ou à quel moment niveau on va permettre justement aux professionnels de se rendre compte qu'ils ont été pris en compte ou pas par vos dispositifs de digitalisation. Voilà. L'étape suivante, après l'implémentation de ce système d'information, c'est de mettre en place une plateforme de e-administration. Cette plateforme de e-administration fera le lien entre l'administration que nous sommes et nos différents opérateurs. Et là-dessus, justement, on aura ce dialogue avec les opérateurs qui éventuellement ne seraient pas pris en compte. Les opérateurs qui ne figurent pas dans nos différentes bases pourront justement émettre... Et vous aurez le temps de faire les ajustements avant la CAN? Tout à fait, on s'inscrit. Vraiment, toutes les équipes sont mobilisées. Avec en premier lieu, Monsieur le ministre, je sors d'ailleurs d'une réunion qui était consacrée justement au sujet CAN, pour s'assurer que nous soyons fin prêts pour la CAN, avant Edith? Alors, on a ce dispositif interne donc, pour permettre à tous les acteurs de pouvoir figurer donc, dans cette annuaire et de bénéficier aussi de l'accompagnement du ministère et d'être référencé. Maintenant, moi, j'aimerais m'intéresser aussi rapidement au volet grand public avec le pass touristique qui a été lancé récemment. C'est quoi le pass touristique et comment ça va être utile à tous ceux qui vont venir participer à la plus belle CAN de l'histoire? La CAN de l'hospitalité. La CAN de l'hospitalité. Oui, la plus belle CAN jamais réalisée. Ne serait-ce que par la taille, Monsieur le ministre aime à le dire.
On était à 16 équipes, on passe aujourd'hui à 24. Donc déjà, on fait l'histoire. Donc la Côte d'Ivoire fait l'histoire en organisant la plus grande CAN et la plus belle CAN jamais organisée. Alors merci cher Edith, de mentionner le pass touristique, qui est l'une des initiatives également du ministère du Tourisme, notamment au travers du Fonds de développement touristique, en partenariat avec le secteur privé. Donc c'est un modèle également de partenariat que nous aimons bien valoriser. Donc le partenariat est fait avec les entreprises Visa, Ecobank et ICS pour les citer. C'est une application mobile. C'est une application mobile qui est à la fois qui présente tout l'univers, de l'offre touristique et des loisirs, permet de pouvoir effectuer des transactions au niveau de cette offre avec des offres de discount, des offres de gratuité, des offres également de facilités qui sont offertes sur la plateforme. Mais au-delà, le pass touristique embarque également un wallet, une carte virtuelle Visa qui permet également de pouvoir faire des transactions directement sur tout l'écosystème touristique. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que j'y suis en ce moment. Oui. C'est pas mal, hein? C'est pas mal et on souhaite en tout cas que tout le monde puisse... C'est-à-dire que si j'achète un pack de 5 000 francs, je vais dans un restaurant, dans un glacier et je leur présente mon pass touristique. Tout à fait. Je vous prends un exemple très simple. L'un des avantages, par exemple, qu'offre le restaurant, si je peux le citer, le Saacan, qui est présent sur le pass touristique, c'est d'offrir en termes de discount un dessert gratuit. Vous connaissez tous les prix d'un dessert au Saacan. Donc avoir la possibilité, en ayant le pass touristique, de se rendre au Saacan et de pouvoir bénéficier d'une gratuité au niveau des desserts, vous imaginez l'impact que ça peut avoir justement sur la consommation dans le secteur tourisme et loisirs de Côte d'Ivoire. Si on doit parler, pour terminer vraiment cette émission, si on doit parler en termes de pourcentage, quel est le niveau aujourd'hui de la digitalisation de votre secteur? C'est quoi, 50 40%, 90%, vous êtes à quel est Alors aujourd'hui, moi je parlerai peut-être au nom de l'administration publique, parce que je veux quand même saluer le gros travail qui est fait par le secteur privé, également par nos startups très dynamiques qui sont en train d'œuvrer à cela. Avec ce projet que nous venons de lancer, je pourrais dire que la partie immergée de l'iceberg est aujourd'hui finalisée. Une très bonne Donc base. aujourd'hui, on va se dire que nous sommes à 40-50%, mais ça permettra de faire émerger de plus en plus de projets qui seront grand public et qui permettront vraiment d'adresser les questions et les préoccupations. Je rappelle juste que vous êtes Christian Baumann, directeur de l'informatique, de la digitalisation et du développement donc, des startups au ministère du Tourisme. Et justement, il faut qu'on vous reçoive ici. Et des loisirs. Et des loisirs. Il tient sur le loisir. Oui, bien sûr. Il faut justement qu'on vous reçoive un de ces quatre pour parler de startups, parce que c'est un secteur aussi qui peut voir la naissance de beaucoup d'entreprises et d'initiatives de jeunes. Merci en tout cas d'être venu chez nous. Merci à vous pour l'invitation. On vous recevra avec beaucoup de plaisir la prochaine fois. Okay, parfait. Voilà, merci beaucoup. La maison ferme ses portes. La maison Grand Talk ferme ses portes ce soir. Merci Edith. Merci Élisée Voloubeux. Élisée, merci. Merci Christelle. Sarah, merci. Merci, Daouda, merci. Toujours André, merci. Merci Christelle. On se retrouve donc demain pour une autre édition du Grand Talk. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur la FTV. N'oubliez pas tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Maquisard. Allez, à demain, Djenogara.